Bonjour et bienvenue à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver à bord de notre petit Honda électrique pour une nouvelle semaine d'actualité, de débats et d'idées. Alors bien sûr, bientôt il y aura du monde à l'arrière dans la voiture, mais pour l'instant le contexte sanitaire oblige. Un seul invité à chaque débat qui sera à mes côtés pour respecter au mieux les conditions sanitaires. Alors on parlera dans cette émission de décalaminage par injection d'hydrogène, comment bien entretenir votre auto, comment bien protéger votre auto, comment sauver peut-être votre auto et la passer au contrôle technique qui est quand même un petit peu plus strict sur les émissions polluantes. Eh bien on en parlera avec notre invité, Jérôme Loubert sera à notre côté. Et puis on ira aussi du côté de ce sujet qui vous intéresse, ce sujet qui a été le seul sujet à réussir à mettre la France dans la rue finalement, les prix des carburants, les prix de la mobilité. Et à mes côtés, eh bien, ce sera Priscilla Ludowski qui sera assise pour en parler. Vous vous souvenez de Priscilla? Elle avait lancé, il y a 3 ans, une pétition sur change.org, cette pétition qui avait mis le feu aux poudres. On parlera aussi juridique avec Jean-Baptiste Yoska, maître Yoska, qui sera à mes côtés. Et tout de suite, c'est parti pour l'actu avec Aurélie. Et bonjour Aurélie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Alors, tu me paraissais un petit peu contrarié avant de monter dans la voiture. Oui, je suis contrariée. Je voudrais d'ailleurs commencer l'auto-info de la semaine avec un coup de gueule. Un coup de gueule contre la ministre de l'écologie, Barbara Pompili. Et plus précisément contre une interview qu'elle a accordée à France Info la semaine dernière. Elle était l'invitée de l'émission Questions politiques à l'occasion de l'arrivée à l'Assemblée nationale du fameux projet de loi climat et résilience. Ouais, projet de loi qui se discute actuellement depuis une semaine maintenant et dont les débats vont se terminer d'ici à peu près 2 semaines. On n'a pas de date précise. Non, c'est ça, mais les débats promettent d'être longs. Alors, concernant cette fameuse interview de la ministre de l'écologie, elle a confirmé qu'il était envisagé, donc dans le cadre du projet de loi, d'étendre la création des ZFE, donc ces zones à faibles émissions, aux 35 agglomérations françaises de plus de 150 000 habitants. Alors ça, il faut le redire, on en parlait dans Ça roule il y a maintenant 2-3 semaines. Oui. C'est ce projet qui vise à exclure 80% des véhicules aujourd'hui des villes. C'est ça. Alors dans le détail, le projet de loi prévoit de n'autoriser désormais que les véhicules classés critères 0, donc les véhicules électriques, critère 1 et critère 2, à entrer donc dans les zones à faibles émissions. Ça veut dire les véhicules les plus récents, pour faire simple. Ça veut dire uniquement les véhicules les plus récents, et ça veut dire aussi qu'à partir de 2025, si le texte est adopté en l'état, les automobilistes qui n'auront pas les moyens donc de s'acheter un véhicule électrique ou un véhicule très récent seront tout simplement interdits à la circulation dans les centres-villes. Alors elle dit, un peu fière d'elle d'ailleurs, elle dit « Oui mais ça va permettre de protéger 50% des Français. » Oui, mais ça exclut plus de 80% des automobilistes. Mais oui, et c'est ça qui m'a choquée. C'est le ton qu'a adopté la ministre dans cette interview. Elle était vraiment très fière d'elle, très fière d'annoncer que ces mesures de restriction de circulation allaient toucher la moitié de la population française. En fait, moi j'ai juste l'impression qu'elle est en train de se faire l'écho d'un mouvement de gilets verts un peu écologistissime qui pèse pour 3% de la population, et qu'en faisant ça, elle ne se rend pas compte qu'elle est en train d'exclure plus de 85% de la population française. Et là, franchement, c'est grave. Moi, je m'interroge vraiment sur 2 débats. Le premier, c'est les carburants. Le deuxième, les zones à faible émission. J'ai l'impression que ça sera la poudre d'explosifs pour la prochaine présidentielle. Allez, deuxième info, Aurélie, cette semaine. Bon, on va passer à quelque chose d'un peu plus positif quand même. Une bonne nouvelle, puisqu'un arrêté a été publié récemment au journal officiel qui autorise donc depuis le 1er avril l'installation d'un boîtier de conversion au bioéthanol sur les véhicules essence équipés d'un filtre à particules, donc les véhicules essence les plus récents, et aussi sur celles d'une puissance supérieure à 15 chevaux. Ça veut dire que quasiment tous les véhicules essence vont pouvoir se convertir au bioéthanol. C'est ça. 9 voitures essence sur 10 sont maintenant compatibles avec une conversion au superéthanol. Et on va rappeler que le superéthanol, c'est ce carburant qui, en plus d'être plus écologique que les essences traditionnelles, ne coûte aussi que 70 centimes par litre.
En moyenne, parce qu'il y a des petites zones, on va pas vous dire, mais cherchez un peu lesquelles, où vous pouvez le toucher à moins de 50 centimes, dans les zones de production notamment, donc ça vaut vraiment le coup. Alors on surconsomme un petit peu quand même, faut dire la vérité, on surconsomme 20% de plus. C'est vrai, on surconsomme un peu. Par contre, ça reste quand même tout à fait valable puisqu'on économise en moyenne 600 € par an sur le budget carburant. Ah oui, donc de 600 € pour l'automobiliste moyen à 15 000 bornes, je suppose que c'est ça. Ça fait quand même une belle économie à la fin de l'année. Ça permet presque de partir en vacances quand on sera plus confiné, quand on pourra, donc d'ici 4-5 ans. T'es pas très optimiste sur ce coup-là. Hein. Allez, troisième actu, Aurélie. On va rester rapidement quand même sur les biocarburants si tu veux bien, parce que la deuxième bonne nouvelle sur le superéthanol, c'est qu'il y a la région Grand Est qui a annoncé qu'elle allait renouveler son opération de promotion des biocarburants, cette même opération qui avait fait le buzz l'an dernier. Hein. Donc elle offre maintenant une aide d'un montant de 900 €, c'est pas rien. L'intégralité plus la pause presque. Pas plus. L'intégralité du coût du boîtier, c'est le coût moyen d'un boîtier, plus effectivement la pose chez un installateur agréé. Donc si vous êtes intéressé, je vous conseille de vous manifester rapidement sur le site internet. Alors bioéthanol-grandest.thecart.fr, c'est un peu compliqué, on va vous le remettre en bas de l'écran. Donc allez voir sur ce site internet, toutes les conditions à remplir pour pouvoir profiter de l'offre y figurent. Et par contre dépêchez-vous parce que seules les 1000 premières demandes seront exaucées et l'an dernier il avait fallu moins de 15 jours. Alors je résume. Pour ceux qui sont dans le Grand Est, qui suivent Ça roule l'émission et qui roulent à l'essence, s'ils font très vite, pour 1 €, ils font 600 € de carburant, 600 € d'économie de carburant chaque année. Tout à fait. Bon, une raison de plus de nous écouter. Allez, cette fois-ci, troisième actu, Oli. Troisième actu, on va parler de la réforme des fourrières automobiles. Oui, alors dans les grandes villes, ça c'est le genre de dossier qui est aussi très explosif. On sait qu'il y a des abus. Il y a des abus, mais alors ça devrait peut-être aller un peu mieux parce qu'on va parler aussi dématérialisation des systèmes. Alors, on s'explique. En ce mois d'avril s'achève la réforme donc, des fourrières automobiles. Elle était déployée depuis le mois de novembre 2020 dans une dizaine de départements et donc elle concerne maintenant l'ensemble du territoire français, soit environ 700 fourrières. Pierre, tu vas me demander en quoi consiste cette réforme ? Mais en quoi consiste cette réforme, Aurélie ? Eh bien, il s'agit essentiellement d'une simplification des procédures, à la fois pour les gestionnaires de fourrières, mais aussi pour les automobilistes, notamment donc grâce à la création d'un système d'information dématérialisé pour faciliter les actes administratifs. La réforme prévoit également un état des lieux plus détaillé pour les véhicules entrant en fourrière. Ils ne feront plus l'objet d'une expertise auto systématique. En revanche, attention, tout véhicule dont la valeur marchande sera jugée insuffisante sera considéré comme abandonné s'il n'est pas réclamé au bout de 10 jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire. Il faudra réagir vite. Ouh là là, alors là par contre ça fait peur. Vous n'êtes pas très bien garé, vous partez en vacances pendant 15 jours, vous revenez. Non seulement il n'y a plus de voiture, mais en plus de ça, vous ne pouvez pas la récupérer. Donc franchement, on va quand même regarder ce texte d'assez près parce qu'il semblerait qu'il puisse aussi, une nouvelle fois, dans le cadre des fourrières, y avoir des abus. On sait qu'il y a des maires de grandes villes, un peu verdâtres, qui ont tendance de temps en temps à peut-être passer des contrats avec les sociétés de fourrières qui ne sont pas très profitables aux automobilistes. J'ai pas parlé de la mairie de Paris, je l'ai pas dit. Non, tu ne l'as pas dit. Je l'ai pas dit, donc c'est que tout va bien. Allez, merci Aurélie, on se retrouve en fin d'émission pour un point sur les carburants. À tout à l'heure. Et je suis vraiment ravi de retrouver mon invitée Priscilla Ludowski. Bonjour Priscilla. Bonjour. On est 2 ans après cette fameuse pétition qui a mis le feu aux poudres. Priscilla, il y a 2 ans à peu près, jour pour jour, vous lanciez une pétition sur les prix des carburants. Depuis, j'ai l'impression que le temps est passé, mais qu'on se retrouve 2 ans après avec presque les mêmes niveaux de prix des carburants d'avant Covid. Et je fais partie de ceux qui pensent que les prix des carburants vont être un gros sujet de l'élection présidentielle. Comment vous voyez les choses aujourd'hui, 2 ans après ? Et même, je suis en train de me dire que ça fait même 3 ans. Parce que j'ai lancé la pétition en mai 2018. C'est ça, 3 ans après. Et le mouvement des Gilets jaunes a le temps de pousser la pétition, d'avoir des signatures et que ça prenne, que la mayonnaise prenne. On arrive à la fin de l'année. Je suis arrivé à Sud Radio à la fin de l'année. Je me souviens bien de cette histoire parce qu'elle est assez marrante. En fait, vous lancez cette pétition.
Ensuite, je rentre de vacances et mon équipe me dit « Pierre, il y a un gros problème, on reçoit plein de mails des gens en septembre, pendant le mois d'août sur les prix des carburants. Et on commence à parler avec une petite opération où 40 millions d'automobilistes appelaient les gens à envoyer leur ticket de carburant au président de la République gratuitement, parce qu'il n'y avait pas besoin d'écrire de timbre pour écrire au président. Et puis derrière, eh bien, c'est monté en puissance jusqu'à ce que quelqu'un dise « On met le gilet jaune à l'avant-droit du véhicule ». Et Priscilla, j'ai voulu que vous veniez dans la voiture, déjà parce que j'en suis ravi, et deuxième point, parce que sur la route, eh bien, je suis tombé sur quelques voitures et j'ai vu des gilets jaunes à l'avant-droit. J'ai l'impression que ça reprend. Et déjà, même lorsqu'il y a eu le premier confinement, il y a quand même eu de la résistance en soutien au personnel soignant. Et puis là, on voit progressivement les gens se réapproprier les ronds-points. Donc, on sent que la colère, elle est toujours là. Elle est toujours là. Le président, il a toujours une atmosphère un peu particulière avec les mesures qu'il met en place. Donc oui, je pense que la colère est là. Est-ce que ça va reprendre avec autant d'intensité ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que le mouvement qui est parti d'un mouvement d'automobilistes, c'est parti des carburants, voilà, point. Ça s'est transformé en mouvement politique. Et là, après, chacun se fait son opinion là-dessus, pas de souci. Mais on est arrivé avec Gilets jaunes loin, en tout cas, d'un mouvement d'automobilistes. Aujourd'hui, les thématiques qui montent à l'approche de l'élection présidentielle, elles sont nombreuses. Il y a les zones à faible émission, 80% des voitures qui risquent de ne plus avoir le droit de rouler. Je me demande ce qui leur passe par la tête, moi, quand ils mettent en place des mesures comme ça. Ils se disent qu'ils sont populaires quand ils éjectent 80% des gens. Surtout quand on nous a fortement poussé à consommer en véhicule. Parce qu'on nous a poussé à aller acheter du diesel, on nous a poussé à aller acheter des voitures. On a même eu un bonus écologique pour ça. Pour acheter, et en plus, en Ile-de-France, ça va encore, qu'on a un véhicule, parfois deux par foyer, mais en province, lorsqu'on a des enfants qui arrivent à l'âge adulte, on se retrouve des fois avec des foyers qui ont 3-4 véhicules, parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors c'est sûr que quand on enlève les infrastructures publiques dans une zone donnée, ça force les gens à acheter des véhicules et à consommer énormément d'essence. Et c'est pour ça que quand j'ai lancé ma pétition, il y a énormément de gens qui m'envoyaient des messages pour me partager les budgets essence qu'ils avaient. C'était presque parfois l'équivalent d'un loyer. Oui. Et puis c'est énorme. Moi, pour en avoir discuté en province, quelquefois, alors on dit toujours la voiture, c'est le travail et les enfants pour aller à l'école. C'est pas vrai, c'est pas que ça. C'est pas que ça. J'ai été surpris notamment par un usage. C'est le lien médical, la santé. C'est-à-dire qu'on a une voiture parce qu'en province, eh bien, le rendez-vous chez l'opticien, chez l'ophtalmo, c'est pas à côté, c'est pas à 2 km, on n'est pas parisien, et puis là, tout se complexifie. Mais carrément. La voiture, c'est même pas un besoin, c'est même pas un luxe, c'est essentiel, mais c'est un luxe essentiel. C'est un luxe essentiel, mais c'est aussi... on a aussi un droit de savoir. Et d'ailleurs, ce sont dans les textes, On a le droit de savoir à quoi servent nos taxes. Et là, en l'occurrence, cette taxe qu'ils ont mis en place, c'était pour dire consommez moins de pétrole, allez à pied, en voiture, ne prenez pas vos véhicules, etc. Sans contrepartie, sans alternative. Et qu'est-ce que vous faites avec ces sous, en fait ? Puisque vous nous dites que c'est pour financer la transition écologique. Donc, est-ce que vous mettez en place des tramways ? Est-ce que vous mettez en place des solutions alternatives ? Non, en fait. Les tramways en province, parce que finalement... ça a été une mesure qui était lourde à porter pour tout le monde, qu'on soit sur Paris, en région parisienne, partout. Si on a une voiture, une augmentation de la fiscalité carburant, c'est toujours un gros coup dans le budget de la famille. Mais alors, en province, c'était une balle qu'on tirait directement en plein sur les gens. Oui, et puis c'est hypocrite, parce que c'est dire aux gens faites des efforts, mais nous on n'en fera pas, et en plus avec vos sous on fera autre chose. Parce qu'on a vu à la fin de l'année, on n'en était pas encore là au début de la pétition, mais à la fin de l'année 2018, on a su, de sources sûres, parce que ça venait de la Commission européenne, que des millions et des millions allaient au CICE, qui est un avantage fiscal offert aux entreprises comme Carrefour, Auchan, etc. Donc en fait, on se dit on est censé contribuer avec des taxes, mais en réalité on détourne une partie de ces taxes pour des avantages fiscaux. Donc en fait on se retrouve toujours sans alternative et toujours à payer. Priscilla, je regarde les prix des carburants aujourd'hui. Alors il y a eu un bon côté au confinement, un seul, c'est la baisse des prix des carburants. C'est pas la baisse des taxes, faut le dire aux Français, il n'y a eu aucune baisse des taxes. En revanche, on a eu une baisse du prix du baril qui a été répercutée à la pompe. On s'est retrouvé avec des prix en province à 1,10€ à peu près. C'est devenu ça, finalement, la valeur étalon. Et d'un seul coup, on remonte, petit à petit, 1,50, bientôt 1,60€. Un prix du baril qui n'est pas si élevé que ça, il faut le rappeler. À l'époque de François Hollande, le baril était largement au-delà des $100. Là, on est à 60. Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir si on reprend un niveau de carburant
celui qui fait peur, celui qui approche les 2 euros le litre. Déjà, la pétition a freiné ça. Oui. Parce que là, la valeur carbone, elle a été gelée à 44 euros par tonne de CO2. Elle était censée passer à 86 en 2020 et à 65 en 2020, à 86 en 2022 et elle était censée passer à 100 euros par tonne de CO2 en 2030. Alors on traduit, ça veut dire les prix à la pompe au-delà de 2 euros. Voilà, c'est ça, c'était au-delà de 2 euros et en fait ça a gelé. Et là, il se pose la question de comment on fait pour reprendre en main cette mesure, puisque j'ai été auditionné par l'ADEME. Et donc, en fait, on se dit que finalement, ils n'ont toujours pas compris que le but, c'est pas d'aller taxer pour taxer les gens, c'est de mettre en place des alternatives. Et ils réfléchissent encore à comment mettre en place cette taxe. S'ils ne l'ont pas fait plus tôt, c'est parce qu'il y avait les mouvements sociaux. Et parce qu'ils pensaient que la Convention citoyenne pour le climat allait proposer dans ses mesures une nouvelle taxe carbone. Et allait réussir à la rendre populaire. Et ils ont refusé de la mettre en place, cette taxe carbone. C'est toujours impopulaire. Il faut être très clair, 2 euros le litre de carburant, c'est impossible, c'est l'assurance de la désertification des campagnes, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre à la campagne comme vous le dites, quand on a 2-3 voitures par foyer, à 2 euros le litre, c'est pas possible. Alors on a fait des petites prospectives, comme ça du côté de l'association 40 millions d'automobilistes, on s'est aperçu que compte tenu de l'augmentation des prix du baril, on devrait toucher un prix à 1,80€, 1,90€ le litre à l'horizon 2022, c'est-à-dire l'année prochaine, au moment de la présidentielle. Que va faire le prochain ou la prochaine présidente? Alors, déjà, comment il va se positionner? Et deuxième question, qu'est-ce qu'elle compte faire, Priscilla Ludowski? Est-ce qu'elle est en train de préparer une pétition sur les carburants? Moi, j'ai surtout réfléchi à ne pas la clôturer. Exactement. Parce que les signatures continuent à affluer et donc parce que les prix continuent d'augmenter, on est à 1,2 million. Je me suis posé la question, est-ce que je la laisse pas ouverte jusqu'au prochain quinquennat? Parce que déjà d'une part il y avait sur cette pétition 10 revendications. Il y a juste la première qui a été partiellement entendue par le gel de la valeur carbone, mais il y avait aussi une deuxième chose qui est aberrante, c'est-à-dire qu'il y a une TVA sur la taxe carbone. Ah oui, mais ça c'est exceptionnel. Donc une TVA, une taxe sur la taxe. Voilà. Donc déjà ça c'est aussi matraque par-dessus le coup de bambou. Exactement. Et ça c'est inadmissible et ça devrait être supprimé. Déjà, ça soulagerait un minimum. Ensuite, il y a le fait que les stations essence, elles l'expliquaient elles-mêmes, que lorsque les fluctuations sont à la baisse, pour ne pas pâtir de cette baisse, elles surfacturent leur stock. Oui. En fait, nous, on se prend la taxe, la surtaxe, l'augmentation des stations essence, et en fait, tout pour notre poire, quoi. Alors évidemment, il y a les mesures sanitaires, elles vont coûter de l'argent, on sait c'est comme ça dans tous les pays. Est-ce qu'on n'a pas la crainte, moi en tout cas je l'ai avec l'association, j'ai la crainte qu'on nous mette une taxe spéciale, il faut rappeler quand même 15 centimes, un petit centime, tout petit centime de taxe sur les carburants, c'est 300 millions d'euros générés par an dans les caisses de l'État. C'est un beau placement quand même, hein. Moi plus tard je ferais bien centimes dans la vie, parce que ça rapporte 300 millions. Donc, est-ce qu'on n'a pas peur là d'une taxe spéciale carburant pour la faire avaler? On dirait aux gens que c'est pour remonter du Covid. Il y a déjà autre chose, ils ont fait autre chose déjà. Ça va passer par les bulletins de salaire. En fait, on a sur le bulletin de salaire une petite ligne dont on se soucie pas trop. C'est la contribution à la dette sociale, CRDS je crois, qui normalement devait arriver à son terme en 2024. Là, le gouvernement réfléchit, ou alors c'est peut-être déjà même presque fait, va reconduire, mais jusqu'en 2033, et l'appeler contribution dette Covid. Voilà, donc c'est ça le problème de ces mesures, c'est que c'est injuste, c'est inégal, ça prend pas en compte la vie des gens et c'est inadmissible en fait. Et les carburants, c'était encore pire, c'est-à-dire que c'était souvent dans les endroits les plus reculés de la France, là où on a accès à un logement pas trop cher et où on fait ça pour avoir nos gamins qui voient un petit peu de pelouse et de verdure, eh bien c'est eux qui en pâtissaient le plus. Ça. Je crois que si votre pétition a été populaire, c'est parce que 1, elle était juste, 2, elle était bien incarnée. Parce que vous avez très bien défendu l'automobiliste et les valeurs de celui qui était en voiture, sans jamais tomber dans les excès, sans jamais tomber dans la caricature. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite apprécié tout ce que vous avez fait et vos prises de parole, parce que je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un, c'est pas Petit Ours Brun, mais en tout cas, tiens, voilà quelqu'un qui incarne bien les valeurs du français qu'on est tous, quoi. Priscilla Ludowski, je voudrais terminer parce que j'ai 2-3 petites questions à vous poser. Votre première voiture? Oula, 2012. Et c'était quoi? Peugeot 306, je crois. Ouais, diesel à l'époque alors?
À chaque fois, j'ai eu diesel. Ouais, mais en fait, et encore basé sur le prix. C'est parce que ça Bah coûtait oui. moins cher. Bah, évidemment. Mais vous savez, on a tous fait pareil. On a tous pris du diesel parce que c'était moins cher C'est et qu'on ça. nous disait qu'il fallait en acheter. En plus, Voilà. c'est ça. Et puis, je vais vous demander un joli souvenir en voiture. Bon, il y a celui-là, c'est sûr, mais il y en a d'autres. Un joli souvenir. Alors déjà, celui-là, il est insolite, donc Ouais. je vais bien l'avoir en tête pour la prochaine fois si on me demande. Mais un autre souvenir, j'arrive même pas à me... Pourtant, j'ai beaucoup roulé. Hein. J'ai beaucoup roulé. J'arrive pas à me... Ah oui, peut-être, c'est pas un souvenir incroyable, mais c'est lorsque je prends la départementale au lieu de prendre l'autoroute. Ah, Il y a- on a beaucoup de points communs, décidément. Beaucoup de plaisir à prendre les départementales parce que en fait on voit du paysage, on voit de la vie. On économise 50 euros. On économise beaucoup de péage. de frais de péage, exactement. Et puis c'est plus sympa. On s'arrête, on fait un pique-nique. Enfin moi c'est les départs en vacances. Et d'ailleurs j'ai prévu l'année prochaine, si tout se passe bien, de faire un peu un circuit familial gastronomique. Donc, Alors ça, c'est une super idée. Avec une amie qui va bientôt monter dans la voiture, qui s'appelle Emmanuel Jarry, qui fait des vidéos C'est meilleur quand c'est bon, et qui me donne envie, à chaque fois que je vois Voilà. Emmanuel, de partir sur les routes de France. Parce que ça a Non, l'air il y a des fabuleux. belles choses. La gastronomie française, c'est magnifique. Donc Et aller goûter les fromages sur la route, c'est parfait. Et la gastronomie sans voiture, c'est quand même beaucoup moins accessible. Moi, je vous conseille C'est d'aller sûr. faire un petit tour du côté de Roquefort, du côté de Millau, un petit peu par là, un petit tour sur le pont pour le regarder. Mhm. Mais de loin, c'est là qu'on le voit le mieux, là où il est gratuit. Et puis ensuite, vous passez directement dans les caves à Roquefort, Papillon, tout ça, Société, c'est juste magnifique. Ah, merci du tuyau. Merci Priscilla d'avoir été notre invitée. Vraiment, on a été ravis. Et mon petit doigt me dit qu'on va vite vous revoir. Mais très très vite. Merci en tout cas. Et finalement, je sais pas si c'est une si bonne nouvelle que ça. Quand les gens vous revoient, c'est que les prix des carburants sont très hauts. C'est qu'il y a un problème. Donc finalement, je nous souhaite de nous revoir très souvent, mais surtout pas à la télé. Merci en tout cas. Merci Priscilla. Et on se retrouve pour notre conseil juridique de la semaine. Alors attention, ce sujet ne va pas vous plaire, mais notre invité est là pour vous en parler et peut-être aussi pour vous rassurer. Bonjour Maître Yoska. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver dans Ça roule, l'émission. Alors on va parler des radars privés parce que ça y est, ils arrivent dans de nouvelles régions françaises. On le rappelle, ces radars privés sont cachés dans des plaques d'immatriculation. Et on dit qu'ils flashent, mais pas vraiment. Ils ne flashent pas tout à fait, Maître Yoska. Alors, il flash, mais il flash sans que personne ne puisse s'en rendre compte. C'est-à-dire que la plaque d'immatriculation donc recouvre le radar et bien évidemment, il s'agit de voitures communes vous n'aurez plus à l'intérieur de gendarmes visibles avec épaulettes ou voilà. C'est des voitures privées, des entreprises privées qui ont une délégation de service public et qui vont avoir la possibilité justement de tourner en permanence, bien évidemment, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il faut absolument que la machine soit rentable. Donc ils vont pouvoir tourner en permanence le plus rapidement possible pour relever le maximum de contraventions. Et là, ça fait extrêmement peur parce qu'on a une France qui est coupée en deux entre des départements qui sur les routes secondaires sont revenus à 90, d'autres départements où ils sont revenus à 90 parfois mais pas partout, d'autres départements où vous passez pile poil le panneau du département et c'est 80. Et dans ces cas-là, si une société privée vous croise, elle peut vous prendre à une mauvaise vitesse. Vous savez, c'est le grand principe de droit. Hein. La loi est comprise qu'à partir du moment où elle est cohérente, à partir du moment où chacun peut la comprendre. Avec l'histoire des panneaux de vitesse, bien évidemment, il y a eu un énorme couac. Les personnes n'ont plus su dans leur département à quelle vitesse ils avaient le droit de conduire ou pas. Et puis, en plus, on leur colle maintenant des voitures banalisées qui vont pouvoir les chasser comme des lapins. Alors, ça on le rappelle, pose un problème. Ça flash au sens ça prend la photo, mais c'est un système d'infrarouge. C'est-à-dire qu'on roule et on ne sait même pas qu'on a été verbalisé. C'est invisible. Donc, où est l'effet préventif là-dedans ? Oh bon, là, ça fait longtemps que l'effet préventif, la peur du gendarme, elle a disparu. C'est uniquement pour faire de l'argent. C'est uniquement pour faire le maximum de contraventions. Moi, je me souviens d'une époque, puisque je suis beaucoup plus vieux que vous, Pierre, où on était arrêté par un gendarme et le gendarme, il vous expliquait que c'est pas bien, vous aviez commis une petite infraction, c'était pas très grave, mais il vous avait layé à partir de maintenant et on se le tenait pour dit, on faisait particulièrement attention et là il y avait un vrai effet pédagogique.
Maintenant, là, le fil pédagogique, il a complètement disparu. On fait de l'argent, on flash, on attire l'arigot. Et puis, même si le ministère de l'Intérieur nous dit, vous inquiétez pas, les voitures ne tourneront pas en permanence et elles sont pas là pour engranger le maximum d'argent, il faut pas être dupe, bien évidemment. À mon avis, ça va finir par faire les 3-8. Et là, j'ai un souci. Je suis obligé de vous en parler parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Vous êtes avocat de droit routier. Donc, bien évidemment, quand les gens perdent des points, ils viennent vous voir. Ça, c'est une évidence. Cependant, on a aujourd'hui, dans ce système, j'ai envie de dire, il y a ceux qui ont un petit boîtier d'outils d'aide à la conduite communicant dans la voiture et qui vont réussir sur des routes qu'ils ne connaissent pas à peut-être éviter ce type de flash. Puis il y a ceux qui n'en ont pas et qui vont être flashés. Certains de vos collègues militent pour l'interdiction pure et simple de ces boîtiers d'aide à la conduite communicants. Quelle est votre position, vous, là-dessus ? Je vois pas l'intérêt d'interdire. Au contraire, il faut au contraire les favoriser. À partir du moment où ça aide à la conduite, c'est une bonne chose. Quelle est l'idée sous-jacente de vouloir absolument interdire justement un automobiliste à mieux conduire, à être plus vigilant, à être alerté tout simplement parce que la vitesse a changé sur ce portion de route? Au contraire, il faut multiplier ce genre d'outils. On n'est pas sur un transfert finalement de mécanique de radar en France où finalement le radar posé sur le bord de la route, eh bien celui-là on l'utilise de moins en moins et peut-être qu'il flashera de moins en moins, d'ailleurs il est de plus en plus vandalisé et on n'est pas sur une bascule où là l'État décide de lancer ces voitures privatisées sur les routes. Complètement, la chasse est ouverte. Alors déjà ça permet de mettre moins de policiers sur le bord de la route et puis vous aviez une grande solidarité française, moi que j'applaudis demain et qui est absolument légale, c'est que vous aviez les appels de phare. À l'époque, à partir du moment où vous croisiez un radar automatique, vous aviez un certain nombre de personnes qui vous faisaient des appels de phare en disant faites attention à ce légal. Légal, bien évidemment. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a toujours été particulièrement claire là-dessus, contrairement à un certain nombre de communications de gendarmerie éparses sur Facebook qui disaient faites attention, vous serez verbalisé. À partir du moment où c'est pas en pleine nuit et ça ne risque pas d'éblouir la personne d'en face, c'est parfaitement légal. On a le droit de signaler la présence des forces de l'ordre par un appel de phare. C'est la loi. Donc à partir du moment où la loi dit qu'on a le droit, moi je vois pas l'intérêt de dire c'est pas vrai. Il faut le dire, c'est la loi. La loi permet de faire des appels de phare et bien évidemment avec ce bémol de ne pas éblouir les voitures d'en face, donc pas la nuit, mais on a parfaitement le droit de faire des appels de phare. En revanche, pas le droit de klaxonner en ville. Pas le droit de klaxonner en ville, bien évidemment. Enfin, les radars automatiques en ville, il y en a moins, disons. Il y en a quand même moins des contrôles. Ça, c'est peut-être moins, ça rapporte moins dans les bouchons. Ah oui, de toute façon, à combien de kilomètres heure on a le droit de traverser Paris ? À combien ? Il y a une étude qui avait été faite. 30, mais on roule à 17. Je crois qu'on était à 17, exactement. Donc à 17, moi je pense que l'excès de vitesse, il n'est pas pour demain. Merci Jean-Baptiste Yosca d'avoir été avec nous. On vous retrouve très bientôt, très vite, dans Ça roule l'émission. Bonne route. Vite, Pierre. Et tout de suite, pour parler de notre sujet, on va entretenir notre auto avec notre invité. Il s'installe juste à mes côtés. C'est Jérôme Loubert. Il s'occupe de l'entreprise notamment FlexFuel et propose des décalaminages. Vous savez, pour nettoyer les moteurs, mais des décalaminages par injection d'hydrogène. Bonjour Jérôme. Bonjour Pierre, comment vas-tu ? Allez, on y va ? C'est parti. En route. Allez, on va faire un petit bout de chemin ensemble et on va parler de ce décalaminage. Déjà, c'est quoi un décalaminage ? Alors un décalaminage, c'est une dépollution moteur par injection d'hydrogène, et bien évidemment d'un moteur thermique, donc essence, diesel, éthanol ou GPL et même les hybrides. Alors, motorisation, là pour Pupus, pour notre petite voiture électrique, il n'y en a pas besoin. Alors là Pierre, aujourd'hui tu as choisi la seule motorisation que je ne suis pas capable de traiter, mais j'imagine que les véhicules électriques rencontreront eux aussi des nécessités d'entretien, mais ce n'est pas le cas en tout cas pour le décalaminage hydrogène. Alors on connaît des produits sur lesquels d'ailleurs l'association 40 millions d'automobilistes n'est pas entièrement rassuré, je demande qu'à l'être, mais en tout cas, tu sais, c'est les produits qu'on va mettre directement dans le réservoir. On ne sait pas trop ce qui sort au niveau du pot d'échappement. On nous dit que ça nettoie. J'ai pas de doute là-dessus, mais par contre, en termes écologiques, je me demande vraiment ce qui sort du pot d'échappement. Et là, la solution que tu proposes avec le décalaminage par injection d'hydrogène, eh bien cette fois-ci, vous récupérez, après avoir nettoyé les organes, vous récupérez au pot d'échappement. Comment ça fonctionne ?
Alors, ça fonctionne avec une cartouche filtrante, à base de charbon actif, qui vient se placer sur le pot d'échappement, ou alors avec des extractions filtrantes. On sait que la réglementation est en train d'évoluer à ce niveau-là. Les garages sont impliqués de plus en plus dans le recyclage et dans la protection de leurs salariés pour toutes les émissions polluantes. Donc on a plusieurs solutions, des solutions mobiles, des solutions filtrantes fixes et également des petites solutions de cônes qui viennent se mettre directement sur le pot d'échappement pour éviter les émissions polluantes à grande échelle à l'extérieur ou à l'intérieur, bien entendu. Alors sur ces décalaminages, on va donc injecter de l'hydrogène. Comment elle fonctionne? C'est une grosse boîte, je crois qu'on met de l'eau à l'intérieur. Et puis on va séparer, alors là on rentre dans la chimie, mais bon, assez simple, hein, H2O et deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. C'est ça. La machine va séparer les deux. Exactement, par l'électrolyse de l'eau. Il y a de l'eau qui sort. Alors il y a de l'hydrogène. De l'hydrogène qui sort et qui va directement dans les organes. Exactement. En quoi, je me souviens d'un journaliste auto à l'époque qui m'avait dit: mais l'hydrogène, ça ne peut pas nettoyer. Or, nous, de notre côté, je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller regarder les autres vidéos de l'association 40 millions d'automobilistes. On a testé et ça fait plus que nettoyer. Alors, comment on peut imaginer qu'injecter juste de l'hydrogène se mette à nettoyer nos moteurs? Alors, on vient enrichir tout simplement un processus naturel qui est le processus de combustion du carburant dans le cylindre avec, évidemment, une certaine quantité de carburant et un mélange air-carburant. Ce mélange d'air, évidemment, contient de l'hydrogène et de l'oxygène en quantité normale comme l'air ambiant. On vient enrichir ce mélange air-carburant d'hydrogène pur et d'oxygène pur. On vient donc améliorer cette combustion parce que tu n'es pas sans savoir que l'hydrogène et l'oxygène brûlent de manière très performante et l'hydrogène encore plus. Et donc on vient améliorer cette combustion et annuler l'intégralité des imbrûlés. On va passer d'une combustion à 80-85% de taux d'efficacité à plus de 99,9%. Donc déjà on règle ce problème d'imbrûlé. Et ensuite, l'hydrogène et l'oxygène se recombinant à haute température et à haute pression dans le cylindre, je te rassure, une nouvelle fois, à température tout à fait normale et à pression tout à fait normale, mais dans un moteur, il fait chaud et il y a de la pression, eh bien on vient créer un phénomène qui va permettre de générer un solvant tout à fait naturel, mais c'est une réaction chimique, qui va venir s'attaquer aux molécules de carbone et les évacuer, les diluer, les désagréger pour les évacuer à la sortie, à l'échappement. Alors derrière, eh bien, on va avoir un gain sur les émissions polluantes. Alors, outre le fait que c'est quand même plus sympa de se dire que nos voitures sont optimisées, en fait on revient aux valeurs d'origine de la voiture, Exactement. comme quand elle était neuve. Il y a toujours un côté sympathique dans le fait de se dire que nos voitures ne polluent pas trop. Mais en dehors de ça, on a aussi notamment la réglementation sur le contrôle technique qui a évolué, avec les contrôles anti-pollution qui sont devenus plus drastiques. Certains automobilistes qui ont fait beaucoup d'urbain, notamment avec des diesels. Je rappelle quand même, à titre anecdotique, qu'en 2007, avec le Grenelle de l'environnement, on a dit aux gens d'acheter des petits diesels en ville. C'est ça. Et aujourd'hui, les diesels, forcément, ils sont encrassés. Si on fait pas de beaucoup de kilomètres, si on fait que des courts trajets à des petites vitesses, on va encrasser nos véhicules. Tout à fait. Et bien évidemment, ça dépend des politiques publiques. Alors en effet, on a incité les gens à rouler au diesel avec des petites motorisations pour la problématique du CO2. Sauf que la problématique de la pollution, ce n'est pas que le CO2. Et on n'a pas non plus pris en compte cette problématique de dérive des émissions polluantes et de performance du véhicule qui fait que kilomètre après kilomètre, dans des conditions qui ne lui sont pas adaptées, comme la ville, les embouteillages, les petits trajets, les diesels s'encrassent fortement. Et là, les dérives de pollution, c'est pas quelques pourcents, c'est exponentiel. On multiplie par 3, par 4, par 10 les émissions polluantes. On a encore fait un test la semaine dernière pour un journal bien connu sur lequel on est passé sur l'opacité des fumées à l'échappement d'une mesure de 5,5 à 0,50, c'est-à-dire qu'on a divisé par 10 les émissions polluantes de ce véhicule. Donc c'est colossal en termes d'impact sur l'environnement. Là, on ne parle plus de pollution sur le périphérique, on parle de fumée noire qui sortent à l'échappement. Alors, on va donc pouvoir, on peut le recommander pour certains automobilistes qui vont passer au contrôle technique, un décalaminage par injection d'hydrogène va permettre donc de retrouver les valeurs d'origine en termes de pollution, de passer sans encombre le contrôle technique si le véhicule est entretenu. Il n'y a pas de miracle non plus. Il n'y a pas de miracle non plus, évidemment. L'hydrogène et le décalaminage d'hydrogène est une pratique d'entretien préventif. On prend toujours le parti de dire qu'il faut entretenir son véhicule et ne pas attendre la panne, évidemment. Donc on invite les automobilistes à éviter
d'attendre la panne, le voyant moteur pour faire un traitement hydrogène, même si évidemment il y a une efficacité sur le curatif. Mais donc dans la prévention des nouvelles normes, la dite NFR 10025, pardon d'être un peu technique, mais c'est la norme qui nous intéresse au contrôle technique. Faire un décalaminage, c'est s'éviter un refus au contrôle technique et c'est surtout s'éviter des frais importants de remise en état du véhicule. Alors ça c'est très important évidemment parce que on va pouvoir passer le contrôle technique, ne pas subir de contre-visite, c'est toujours un gain d'argent parce que le contrôleur technique, s'il vous facture la contre-visite, c'est parce qu'il passe aussi du temps dessus sur ce véhicule. Et puis on va citer les mots qui fâchent, notamment et ce qui coûte cher en réparation. Je vais parler de filtre à particules. On va parler de vannes OGR, on va parler de toutes ces choses sur les véhicules qui peuvent ne pas évoquer grand-chose au profane ou à celui qui ne connaît pas énormément à sa voiture. Mais en tout cas, pour résumer, ce sont des travaux très chers, parfois même à 4 chiffres. Alors parfois, même souvent à 4 chiffres, quand on parle, alors on a fait NFR 10025, maintenant FAP et EGR, donc c'est vraiment les anachronismes terribles. Alors FAP, les acronymes terribles, pardon. Et, voilà. Et donc le filtre à particules, ça peut aller sur certains modèles jusqu'à des modèles qui sont équipés de double FAP, jusqu'à 4 500 € de facture. Donc si on peut se l'éviter avec un petit décalaminage hydrogène à 79 € par an, c'est particulièrement intéressant en termes de retour sur investissement, de baisse des émissions polluantes, de panne évitée et de consommation également optimisée, parce que quand on dit qu'on revient aux valeurs d'origine du véhicule, évidemment on revient à sa consommation d'origine. Alors c'est là où Jérôme, d'ailleurs je vais en profiter pour faire cette petite aparté, on est sans masque tous les deux dans l'habitacle et c'est très agréable de se retrouver dans ces conditions-là pour une raison très simple, c'est que, pour ce qui est de moi, j'ai mon test PCR que j'ai montré en début d'émission à l'écran et pour toi c'est exactement la même chose. Exactement. Tu as une petite fille à la crèche et tu as dû faire ce test PCR fatalement. Maintenant, en effet, il faut, pour pouvoir remettre les enfants à la crèche, faire un test PCR. Voilà, le bon côté des choses, c'est que ça nous permet aujourd'hui, sans essuyer de critiques, de pouvoir se retrouver comme au bon vieux temps dans la voiture. Exactement. Et ça fait du bien. Alors, pour ce qui est de notre auto et de son entretien, tu conseilles un décalaminage chaque année. Je suppose que pour celui qui a fait très peu de kilomètres, c'est peut-être pas tous les ans, ça va peut-être être tous les 2 ans. Allez, pourquoi pas en même temps que le contrôle technique? Alors en effet, chaque année c'est un peu façon de parler sur la moyenne du kilométrage des Français. Alors on sait que la moyenne du kilométrage français c'est 15 000 km par an. Celui-là je le connais pas, il y a des gens qui font 5 000, des gens qui font 20 000, 30 000. Donc en effet en moyenne c'est tous les ans, mais on va adapter le décalaminage hydrogène et c'est même en fait le matériel avec lequel vous allez faire le décalaminage qui va permettre à l'automobiliste de savoir quand est-ce qu'il doit refaire un décalaminage. Pourquoi ? Parce que les dernières machines que tu qualifiais tout à l'heure de grosses boîtes sont maintenant des belles machines intelligentes qu'on a aussi un petit peu designées. C'est sûr, Jérôme, qu'on va être très honnête, moi je suis incapable de séparer l'hydrogène de l'oxygène, voilà. J'ai besoin de la grosse boîte. Exactement, et la grosse boîte est devenue assez intelligente également puisqu'elle enregistre le profil du client, elle vient faire un diagnostic sur le véhicule et à la date ou au kilométrage voulu de ce véhicule, elle va lui rappeler par un mail ou un SMS que, petit rappel, pour éviter des problématiques d'encrassement, on vous conseille de retourner dans votre garage et de refaire une opération de décalaminage. Donc on n'a même pas besoin de s'en préoccuper. La machine, la technologie est aussi là pour vous accompagner, pour accompagner l'automobiliste et lui éviter des coûts relativement importants. Alors ce qui est génial, c'est que tu m'as fait la réponse sans que je pose la question. Ça m'évite d'avoir à poser cette question qui fâche sur quel est le montant du décalaminage par injection d'hydrogène. Il faut compter 79,80 €. Voilà. C'est ça, exactement. Et puis derrière, il y a les bonnes nouvelles. Parce que ça, c'est quand même la mauvaise nouvelle. Quand il faut payer, c'est la mauvaise nouvelle. Donc on va économiser, sans doute pour certains, la contre-visite au contrôle technique. Bien sûr. On va s'éviter des frayeurs aussi. Parce que quand on nous dit, vous passez pas sur le contrôle anti-pollution, c'est pas bon. Et puis on va gagner aussi autre chose. On va gagner déjà, je parle à ceux qui aiment conduire, on va gagner un petit peu de puissance sur le véhicule parce que fatalement, on a amélioré, on a tout nettoyé, on est comme quand on sortait de la concession. Donc on retrouve les performances de notre voiture de départ. Exactement, on retrouve l'agrément de conduite. L'avantage d'un décalaminage hydrogène, c'est qu'on va nettoyer donc l'intégralité des parties du moteur où les gaz d'échappement passent. Donc on va optimiser le fonctionnement de toutes ces pièces. Et le gros avantage de ça, c'est que le véhicule pouvant de nouveau admettre la bonne quantité d'air, il va de nouveau fonctionner comme à l'origine. Et donc on va permettre
d'améliorer l'agrément de conduite. Le couple, quand on passe dans un rond-point en deuxième, parce que ça ne passe plus en troisième, eh bien ça repasse en troisième. On évite les tremblements au feu rouge, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui permettent de rouler avec un meilleur agrément de conduite. Mais là, c'est les pavés C'est de les Paris. pavés parisiens. Là, c'est autre chose. Et puis, on garde le meilleur pour la fin, parce que ça, c'est quand même intéressant. Et quand on a fait le test, on s'est rendu compte de ça avec les équipes de 40 millions d'automobilistes. Et c'est pas anodin. On va gagner un peu en consommation de Exactement. carburant. Et bon, alors là, on a un vélo à contresens. Ça, c'est les choses aussi qui arrivent à Paris. On va gagner en consommation de carburant. En gros, on peut espérer 5% maximum. Exactement. Mais Alors 5% jusqu'à 15% maximum, ça dépend, mais c'est 5% en moyenne. 5% en moyenne, 15% maximum. Alors il y a un dénominateur commun entre... Évidemment, quand on est très encrassé, c'est plutôt 15. Exactement. Quand on est dans une utilisation normale, on va gagner 5% de carburant. Alors je me suis livré à un petit calcul. Sur les 5% d'économie de carburant, si on fait son décalaminage tous les ans, le décalaminage est gratuit. Exactement, il est gratuit, il est même plus que gratuit parce qu'en effet, alors si on reprend de nouveau notre fameux utilisateur qui fait que 15 000 km, Ouais. on va être sur un retour sur investissement quasiment égal. Par contre, en effet, pour la majorité des gens qui utilisent leur voiture, on va gagner de l'argent tous les ans, on va économiser sur le long terme et également sur le court terme en consommation et en entretien. Alors tu sais Jérôme qu'il y a toujours des craintes chez certains automobilistes et il faut en parler. Je te propose d'écouter Philippe qui nous a posé cette question. Bonjour, j'ai entendu parler du décalaminage. C'est une solution qui m'intéresse, mais je voudrais savoir si c'est sûr pour ma voiture. Alors tu vois, il peut y avoir des craintes, là notamment sur est-ce que j'abîme pas mon auto avec un décalaminage. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Philippe? Alors non, pas du tout, évidemment, on ne l'abîme pas en la nettoyant. Le procédé est naturel et parfaitement doux, si je puis dire, puisque c'est un procédé qui est réalisé au ralenti pendant 1 heure à 2 heures selon les motorisations, pour justement éviter le fait de décrocher de manière brutale des particules ou des morceaux de calamine qui sont dans le moteur et venir endommager le véhicule. Ça, évidemment, c'est à proscrire. Et donc, on fait les choses pour mettre en sécurité le véhicule et le nettoyer en douceur. Et puis, pour rassurer ton auditeur, eh bien, évidemment, le décalaminage, c'est pratiqué très largement. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plus de 3000 partenaires en France qui réalisent plus de quasiment 800 000 décalaminages par an. Et on n'a jamais eu une plainte, d'ailleurs on n'en a jamais entendu parler, Voilà. donc c'est que tout va bien. En revanche, on a quand même beaucoup de témoignages de gens qui sont ravis d'avoir retrouvé leur véhicule, parce que c'est vraiment Ouais. la sensation qu'on a sur un véhicule après décalaminage, c'est d'avoir retrouvé les performances de son véhicule. Alors on va parler de ma voiture. Alors en dehors de Pupus, tu sais que j'ai une voiture qui date de 2001. Cette voiture n'a pas été décalaminée de sa vie de véhicule. Je pense qu'elle doit être un petit peu encrassée fatalement, même si elle tourne comme une horloge. Est-ce qu'il y a un risque à peut-être la nettoyer maintenant d'un seul coup, comme ça, brutalement? Est-ce que je dois plutôt laisser tomber après un véhicule qui n'a jamais été décalaminé? Ou est-ce qu'au contraire, sur un véhicule qui est ancien et qui ne l'a jamais fait, je peux y aller en toute sécurité? Alors, on peut y aller en toute sécurité à partir du moment où le véhicule a été entretenu de manière régulière et qu'il n'a pas de problème majeur. Évidemment, si le véhicule a déjà un problème, on ne va pas pouvoir intervenir sans régler au préalable ce problème. En revanche, si le véhicule est entretenu, il n'y a aucune difficulté à faire un décalaminage avec un bon diagnostic. Et puis probablement sur un véhicule de 2001, si on veut refaire les choses de manière carrée, eh bien, il est possible que le garagiste propose quelques optimisations avec un entretien revu et quelques réparations potentielles pour pouvoir repartir sur une base saine, puisque le véhicule n'a pas spécialement vocation à être mis à la poubelle. En 2001, les véhicules peuvent rouler plusieurs centaines de milliers de kilomètres en étant bien entretenus à nouveau. Sauf dans les grandes villes où on ne veut pas qu'ils roulent, mais ça, c'est pour une autre raison. C'est un autre sujet. Qui m'échappe un petit peu. Parce qu'il vaut mieux un véhicule bien décalaminé, bien entretenu, qu'un véhicule qui pollue largement et peut-être plus récent, même si, encore une fois, restreindre la circulation, c'est quand même un schéma de pensée que j'ai du mal à comprendre. Sur le décalaminage, on revient dessus. Moi, je me mets à la place de tous ceux qui nous écoutent. Finalement, ils se disent on a tout à gagner. On va retrouver de la puissance sur le véhicule, on va retrouver du couple, on va nettoyer notre véhicule, on va préserver nos organes, vannes EGR, motorisation, injecteur aussi, peut-être injecteur. Tête d'injecteur qui peuvent finir à cause de l'encrassement qui vient se loger dans le cylindre.
par se gripper et donc finalement fatalement à fuir, puisque si le carburant ne peut plus sortir par la tête d'injecteur, il cause des problèmes de pression et on a des fuites. Et un injecteur à changer, Et tout ça, c'est jamais anodin. ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et tout ça, en faisant des économies de carburant, donc pour une opération relativement qui va être indolore, parce que ce qu'on va payer d'un seul coup pour le décalaminage, on va le récupérer sur le carburant. Exactement. Je mets à la place de tous ceux qui nous écoutent, ils vont se dire mais c'est super ce truc. Comment je fais pour me rendre dans un centre qui propose du décalaminage et comment peut-être je reconnais quelque chose de bon d'une escroquerie. Est-ce qu'il existe, comme dans tous les niveaux, dans tous les secteurs d'industrie, peut-être des gens qui font pas très bien le boulot? Est-ce que c'est quelque chose de normé? Alors, les machines de décalaminage en elles-mêmes ne sont malheureusement pas normées, mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir une couverture à la fois médiatique de tests de professionnels de l'automobile, de journaux spécialisés, mais également de professionnels d'automobile, de grandes enseignes type Point S, type First Stop, etc., qui sont en capacité aujourd'hui de proposer ces prestations, autodistribution également. Et donc, il faut chercher le réseau de partenaires qui va correspondre à la marque de machines FlexFuel, les machines high carbone ou e-calamine, et qu'on peut retrouver sur notre site internet flexfuel-compagnie.com avec les partenaires installateurs. Et vous trouverez aujourd'hui un partenaire aux portes de chez vous, puisqu'il y a 3000 partenaires en France à ce jour. Donc c'est très simple de prendre rendez-vous avec un installateur et pouvoir avoir une prestation digne de ce nom avec un matériel qui est passé à l'épreuve de différents tests pour satisfaire l'efficacité recommandée. Eh ben, nous avons donc tout à gagner, chers amis, à décalaminer nos voitures. C'est, selon Jérôme Loubert, le meilleur moyen de préserver sa monture et d'aller un petit peu plus loin. On se retrouve... Et c'est la minute qui carbure avec Aurélie qui revient dans l'habitacle pour nous parler, nous faire un petit point sur les carburants. Mais cette semaine, Aurélie, tu t'es intéressée à la Corse, parce que la Corse, c'est aussi la France. Alors c'est aussi la France, mais c'est une situation un peu particulière que je voudrais évoquer avec vous cette semaine, parce que les automobilistes corses subissent des prix des carburants particulièrement élevés, encore plus qu'en France, que dans l'Hexagone. La Corse, c'est aussi les métropoles, Pierre. Encore plus que dans l'Hexagone. L'Hexagone. Voilà, j'étais pas tout très doué en mathématiques à l'époque. En géographie non plus, visiblement. En géographie non plus. Alors, la situation n'est pas nouvelle, mais en novembre dernier, l'autorité de la concurrence a publié un rapport qui révélait une situation de monopole sur le stockage et l'approvisionnement des carburants en Corse, ce qui provoque un renchérissement des prix par rapport à ceux de l'Hexagone. C'est-à-dire qu'ils sont à combien à peu près au-dessus de nous aujourd'hui? Alors, en moyenne, le gazole coûte 6,7% plus cher sur l'île de Beauté que dans l'Hexagone et le samplon 95, 5,3% de plus. Ce qui fait que les Corses dépensent en moyenne 300 € de plus par an pour leur carburant que le reste des ménages français. Bon, alors pour eux, s'ils roulent à l'essence, moi je leur conseille vraiment la filière éthanol. Ils vont pouvoir gagner un petit peu d'argent. Puis, mais en Corse, de toute façon, ils ont le soleil, ils ont la belle vie, ils ont des beaux paysages et des beaux panoramas. Tout ça, ça a un coup sur les carburants. J'ai l'impression qu'ils l'assument en tout cas. Bah, ils l'assument pas tant que ça. Ils aimeraient bien plutôt être logés à la même enseigne que les Français d'Hexagone. Hein. Et ben voilà, c'était le coup de gueule d'Aurélie pour la semaine. Des prix des carburants, pareil partout. Quand on est en France, peut-être que l'État pourrait faire un effort sur la surfiscalité pour au moins mettre l'île de Beauté au niveau de l'Hexagone. Je l'ai bien dit ? Tu l'as très bien dit, Pierre. Allez, c'est parfait. Bonne route à tous. Soyez prudents sur la route. On se retrouve la semaine prochaine pour Ça roule l'émission. Merci de nous être fidèles. Faites-le savoir, partagez cette émission. Et promis, la semaine prochaine, on aura encore de très belles surprises pour vous. Bonne route.